de la société. Donc là, on voit toujours le versant sanitaire qui est à nouveau convoqué pour venir soutenir l'activité de l'étudiant avec le message d'une éducation sportive qui est pour l'homme la façon de vivre et de se comporter. On voit bien cette notion de moralité et d'éthique, moralité en acte, visible à travers le monde. Donc cette notion de moralité à travers la pratique sportive qui, par ses règlements, génère un cadre, une norme qu'il est facile de transposer et de partager avec autrui. Cet élément-là se retrouve une fois de plus dans le rapport Ono et Diagana de 2008, plus encore, avec une récupération institutionnelle des initiatives individuelles, puisqu'on parle du sport universitaire, on parle principalement, là je l'ai mis d'une manière générale, vaste réflexion collective qui mettent en présence et en synergie les représentants des étudiants, des SUAPS et des fédérations françaises du sport universitaire et des clubs universitaires. C'est-à-dire que tout ce qui relèverait d'une pratique uniquement à l'intérieur de l'université, mais qui ne répondrait pas à un règlement de pratique sportive, quelque chose qui serait une pure initiative d'activité physique, qui ne répondrait pas forcément à une logique compétitive et de position, semble avoir été un peu oublié dans ce travail-là. Et aussi un point qui va vers l'ouverture vers le mouvement sportif, on voit que c'est bien d'actualité à plusieurs échelons, et avec toujours cette idée de mutualiser. 2008, je crois que tout à l'heure, c'était une date qui faisait partie aussi des références, et qui n'est pas sans rappeler aussi la bulle spéculative de cette époque-là, la crise de 2008 qui est à l'œuvre. Et cette opportunité, justement, d'avoir un petit peu déplacé les assises, ont permis de voir aussi ce document-là très récent. En fait, le sport doit être perçu comme une stratégie gagnante, il doit être une ambition porteuse pour les universités. En fait, on a bien la poursuite de cette logique dans le rapport de 2008, mais qui est portée par celle de Paris 2024, qui fait de la compétition, finalement, un des vecteurs de développement de l'individu et de développement pour soi et pour la société, dans une logique néolibérale qui est assez évidente. Et toute cette dynamique d'une ambition porteuse de l'université doit permettre aussi d'en faire quelque part un tracteur pour le secondaire, pour le primaire, en direction de partenariats, que ce soit des partenariats publics-privés ou que ce soit une mutualisation des moyens. Donc c'est une logique d'adhésion à une société qui est portée par Paris 2024, avec aussi ces logiques compétitives dont on fait souvent des vertus implicites. Alors, pour conclure très vite, puisque je crois que c'est la dernière, voilà, très vite, en 4 points. Le premier point, on a vu les initiatives individuelles sont récupérées par les institutions, la famille, l'Église, l'État, l'armée, les partis, la religion, etc. Et ces institutions, on peut se poser la question, est-ce qu'elles ne freinent pas, est-ce qu'elles n'empêchent pas finalement le développement d'un autre sport universitaire qui serait un sport des étudiants, pour les étudiants, fait par les étudiants. C'est-à-dire qu'on devrait se poser la question du rôle des institutions dans cet aspect-là. Le deuxième point que j'emprunte, alors bon, je n'ai pas redonné mes références à mesure à chaque fois, mais qu'on pourrait aller chercher chez Action Directe, c'est-à-dire que globalement, c'est le constat que finalement, l'autogestion pourrait être un élément de fonctionnement, qui pourrait être un choix, et qui pourrait peut-être redonner ou relancer un autre sport universitaire qui correspondrait peut-être à une volonté locale, différente d'un endroit à l'autre, sur ces aspects-là, plutôt que de vouloir toujours centraliser autour de ces aspects, et notamment autour de la compétition sportive. Enfin, troisième point, c'est il y a de nombreux freins, on les a vus, qui mettent à mal les utopies, et finalement les utopies et les pédagogies libertaires, mais qu'est-ce que seraient ces utopies libertaires ou ces pédagogies libertaires du corps? Qu'est-ce que c'est? Il faut les inventer, il faut les construire. Elles sont à... Alors, si on les construit ensemble, ça n'a plus de sens. Il faut que les étudiants s'emparent, me semble-t-il, de cet aspect-là. Et finalement, ça fait peur. Et ça fait tellement peur que finalement, les institutions, elles laissent
pas la place, finalement, à ces initiatives. Hein, on craint toujours ce que l'on ne comprend pas, ce que l'on ne connaît pas. Quatrième point, vous avez vu, on a utilisé de l'anarchisme gentillet, c'est pas l'anarchisme qui vise à mettre des bombes partout, hein, là-dessus. Est-ce que c'est une solution? Est-ce que l'autogestion, est-ce que les réflexions anarchistes peuvent remettre en question les systèmes de domination, l'oppression de l'État, les différentes oppressions des institutions, peut-être même les oppressions syndicales, pourquoi pas? Là-dessus, hein, c'est une question qu'on peut se poser, et donc c'est, voilà, désolé d'avoir dépassé le temps, mais on voulait vous emmener un peu dans ce voyage libertaire et ce voyage en utopie. Voilà, j'espère qu'on vous a pas trop embêté. Merci. Merci Jean, Christian et Jean-Nicolas. On va continuer donc dans cette plénière. Hein. Là, on va par une interview de Daniel Boutier, que certains connaissent, et que Gilles Elourich complétera. Voilà. Et vous allez voir, donc cette séquence, elle est construite avec des points de vue différents. Décalé, c'est pas péjoratif du tout, mais c'est de faire un ensemble sur la question des enjeux sociaux, éducatifs et politiques, démocratiques, sur la question du sport et des absents. Et là, on attaque les absents. Votre invitation. Tu es maintenant professeur honoraire, comme on dit. Tu as été prof des universités à l'UFM et puis l'ESP de Bordeaux. Tu as contribué à créer et tu as présidé l'ARIS, l'Association pour la recherche sur l'intervention en sport, pendant plusieurs années. Mais tu n'es pas plus particulièrement connu en STAPS pour y avoir développé une approche technologique des pratiques physiques, sportives et artistiques, que tu définis comme une science humaine des techniques. Et c'est pour ça qu'on t'invite aujourd'hui, pour que tu nous parles de cette approche, dans le cadre des assises du supérieur, où sont présents de nombreux formateurs et formatrices. Et à cette occasion-là, on a deux questions à te poser. La première, c'est que les pratiques physiques sportives, moins les artistiques, sont considérées comme des pratiques culturelles plutôt bas de gamme. En tout cas, elles n'ont pas l'aura d'autres pratiques culturelles telles que la musique, le cinéma, la peinture. Et donc, toi qui as milité pour que les pratiques sportives aient un statut différent, pour qu'elles puissent à la fois faire l'objet d'études supérieures, avec tout ce que cela suppose d'enjeux, de réflexion, de recherche, d'instituts dédiés, etc., mais aussi faire l'objet de formation générale pour tous les étudiants de l'université, on aimerait bien que tu nous donnes tes principaux arguments, parce que je pense que ça aiderait tous les profs de l'université à se réapproprier leur objet d'enseignement. D'accord. La première question. Alors, d'abord, une petite rectification. Je ne suis pas prof honoraire. Je n'ai pas demandé à l'être. Ah. J'ai considéré que si je partais en retraite, je partais en retraite. Donc, je suis en retraite. Voilà. Ceci étant fait, c'est un détail. Donc, en fait, effectivement, les pratiques physiques, sportives et artistiques sont souvent considérées comme des pratiques sociales bas de gamme, pour reprendre ton expression, ce que, évidemment, personnellement, je conteste à différents titres. Mais pour reprendre une expression de Jean-Louis Martinon, on est un certain nombre, notamment en STAPS, mais pas que, à considérer que, au contraire, ces pratiques ont de l'épaisseur, à condition de dépasser la surface des choses. Alors, qu'est-ce qui permet de dire qu'elles ont de l'épaisseur? En fait, ça renvoie, et donc là je vais partager, si j'arrive un tout petit peu l'écran, ça renvoie, donc en fait, voilà, donc l'idée, ce qui justifie la richesse des pratiques physiques, sportives et artistiques, qui donc argumente le fait que ça a une épaisseur culturelle qui n'est pas toujours prise en compte, c'est le fait que c'est composé de valeurs, d'émotions, d'attitudes,
plus de savoir, de procédure, sachant qu'on réduit souvent ces pratiques à la partie procédurale, c'est-à-dire les techniques qui sont visibles de l'extérieur, et on occulte tout le soubassement qui en constitue pour partie la richesse. Alors, l'élément qu'il faut mettre en parallèle à ça, c'est le fait que l'accès pour les pratiquants dans toute leur valeur à ces composantes, elle est liée effectivement à l'analyse dont disposent les intervenants de cette spécificité, de cette essence des pratiques sociales, et la maîtrise qu'ils ont de la transposition didactique dans les conditions d'enseignement dans lesquelles ils sont. Et donc ça suppose d'alimenter deux axes dans les compétences professionnelles, l'axe de la modélisation de ces pratiques. Donc derrière ce que je viens d'évoquer, de façon plus spécifique, qu'est-ce que ça recouvre? Ça va renvoyer au schéma suivant que je vais vous projeter tout à l'heure sur ce que j'ai appelé les composantes puis les facettes de l'activité humaine dans les situations sportives. Et puis ça suppose aussi donc que la transformation de ces pratiques sociales en activités scolaires, ou ici dans le débat qui nous occupe universitaire, suppose que les outils utilisés pour la transmission et l'appropriation par les pratiquants soient aussi affinés. Donc je dirais que ces pratiques sportives et artistiques, elles sont potentiellement porteuses de développement humain, sous réserve d'avoir effectivement perçu ce qui en constitue la richesse et ce qu'il va falloir faire vivre par les pratiquants, et de maîtriser les modalités de ce processus d'expérience et de connaissance de ce qui a été vécu. Donc, voilà, si je vais à l'étape d'après, ça veut dire, ce que j'ai déjà évoqué un tout petit peu là sur l'épaisseur culturelle, qu'on ne peut pas réduire les pratiques sportives, pratiques physiques sportives et artistiques, aux seuls aspects techniques gestuels. Alors je précise technique gestuelle parce que les autres facettes que je vais développer, elles renvoient aussi à des techniques, mais qui ne sont pas gestuelles et qui sont moins facilement perceptibles si l'analyse n'en est pas faite par les spécialistes, comme l'ont fait un certain nombre de nos maîtres quand on était nous-mêmes étudiants. Je pense à Cato Garoff en natation, je pense à Piègelin en voile, je pense à Deleplace en rugby, je pense à Gouard en gymnastique, etc., qui avaient déjà creusé ce sillon-là, même si leur production n'était pas universitarisée et labellisée production scientifique à l'époque. Donc c'est important de savoir aussi d'où on vient de ce côté-là. Il y a quand même tout un courant que certains appellent culturel, culturaliste, etc., mais qui creuse ces aspects-là. Donc je vais revenir, je vais partager avec vous donc, le second petit schéma, l'écran, voilà. En fait, quand un sujet est engagé dans une action sportive, il met en jeu différentes facettes du potentiel humain. Mais ce potentiel humain, il est sollicité selon des modalités particulières. Donc, je vais commencer le schéma en haut à gauche par la question des valeurs et les motifs. Les valeurs, ça renvoie aux significations sociales de l'activité. Les motifs, ça renvoie plutôt au sens personnel que le sujet va donner à sa pratique. Ça peut être convergent, ça peut être divergent. Voilà qu'il y a déjà une activité d'intervenant éducatif pour mettre les choses en cohérence. Hein, on voit bien que si on est en train d'enseigner le foot dans une classe et que certains pensent le foot tous pourri et d'autres pensent le foot c'est génial, il va falloir composer avec ça pour faire avancer. Ces valeurs et ces motifs, elles vont impacter l'engagement du sujet dans sa pratique et le type de décision qu'il va privilégier. Donc la question des prises de décision se pose et il y a des techniques qui peuvent être apprises de prise de décision préalable à l'action, ce que certains ont appelé des stratégies, ou de prise de décision en cours d'action, ce que certains ont appelé des approches tactiques. Même si chez certains auteurs professionnels, il y a une confusion entre les deux. Et pour que ces deux soient articulables, il faut avoir une conception des stratégies qui soient des trames de variance. C'est-à-dire, ok, il y a des choses qui sont prévues à l'avance, mais si ça ne se passe pas comme prévu, il faut être capable de basculer sur des prises de décision adaptatives. Hein,
Je suis au volleyball, je suis au service, on a décidé de faire des services comme ci ou comme ça par rapport à ce qu'on a vu ou ce qu'on sait de l'adversaire, il ne se comporte pas comme prévu, je dois donc prendre la responsabilité en cours de jeu de changer mon service. Bien évidemment, décider ne veut pas dire réussir l'exécution. Donc, il y a bien une question de technique gestuelle au pluriel, ce que j'ai appelé l'exécution motrice pour momentanément mettre le terme technique à distance, qui est la partie visible des deux sphères précédentes qu'on vient d'évoquer. Donc, une prise de décision peut être juste au regard du texte momentané d'activité, mais peut être mal réalisée et donc hypothéquer la réussite de l'action. Étant dans le domaine des activités physiques et sportives, on voit bien que cette chaîne, si je puis dire, elle est impactée par le potentiel athlétique mis à disposition, les qualités physiques. Donc, le développement des qualités physiques va être un corollaire permettant, en minimisant la fatigue, de continuer à prendre des décisions lucides et continuer à maîtriser finement l'exécution gestuelle requise. Mais la mise en jeu de tout ça est aussi fonction de l'engagement attentionnel du sujet. Et donc, il y a une éducation à faire sur la capacité à focaliser la vigilance du sujet agissant sur les bons éléments d'information. Le déplacement du ballon, le déplacement des adversaires, si on est en sport co, le vent, ce que font les autres si on est sur une course en longue durée, etc., etc. Donc, il y a une partie de l'éducation qui consiste à signaler, à faire prendre conscience, à habituer à prendre en compte un certain nombre d'éléments pour focaliser son attention qui peut varier au cours de l'exécution motrice. Et puis, il y a tout le côté émotionnel, avec les travaux, je dirais, relativement récents encore aux États-Unis sur ces questions. On sait effectivement que, contrairement au schéma antérieur qu'on avait de l'apprentissage, où on pensait que la cognition était première et l'émotion était seconde, et c'était un peu le sel qu'on rajoutait dans la recette pour que ça prenne, on sait aujourd'hui qu'une grande partie de l'apprentissage et du développement se passe en premier lieu sous l'égide des émotions et en second lieu de la rationnalité. Et donc la maîtrise de ces émotions va être un élément fort. Et donc là aussi, il y a des techniques de maîtrise de ces émotions qui vont passer par l'imagerie mentale, par la respiration, etc., etc. Voilà, sachant que chaque fois qu'on fait des progrès dans l'une de ces facettes, eh bien, ça a des incidences positives sur les autres. Plus je vais être motivé à prendre des décisions pertinentes, et plus je vais m'exercer à prendre ces décisions pertinentes, et plus ça va faciliter les conditions d'exécution motrice, plus je vais développer mon potentiel athlétique, et plus le reste va être rendu facile, plus je vais être focalisé sur les bons repères, mieux ça va se passer, mieux je vais maîtriser mes émotions, moins je vais avoir de syncynésie, de blocage, etc., etc. Donc l'idée, c'est une vision plus, on va dire, globale et interactive entre ces facettes. Ce qui, évidemment, rebat la question des processus d'apprentissage. On n'est plus dans une perspective analytique où on va apprendre tout des valeurs et des motifs à la grande section de maternelle, toutes les prises de décision en 6e, toute l'exécution motrice en 5e, ainsi de suite. Puisque chaque fois qu'il y a un problème de ces sphères, il y a à revisiter les autres, dans une de ces sphères, il y a à revisiter les autres pour les mettre à niveau. On voit bien par exemple qu'en sport collectif, si des élèves deviennent capables de faire beaucoup plus rapidement une réponse motrice, eh bien ça laisse d'autant moins de temps de décision à l'adversaire, voire au partenaire. Donc on est obligé finalement de faire évoluer ces différentes facettes, pas tout en même temps, mais en tous les cas de faire des remises à niveau régulières. Ça contrebat le discours qu'on entend, par exemple, dans le sport de haut niveau. On entend facilement des entraîneurs dire « Ah mais ça aurait dû être appris à l'école de sport. Ça, c'est des attitudes de cadets. » Sans doute que c'est des réminiscences d'attitudes de cadets, mais qui n'ont pas été remises à niveau consciemment, intentionnellement, de façon organisée dans l'enseignement ou dans l'entraînement, pour que la motricité soit fluide et efficace. Et donc finalement, ça va hypothéquer un trop grand décalage entre les facettes, hypothéquer l'intervention optimale du sujet dans son activité.
Voilà. Donc merci beaucoup. Tu as déjà un peu, en fait, en partie répondu à la deuxième question, parce que en nous disant que les pratiques sportives sont potentiellement porteuses de développement humain, mais que ça dépend en fait des conditions de transmission, la deuxième question, elle porte sur en quoi les pratiques sportives pratiquées à l'université, dans l'université, elles sont différentes des pratiques d'éducation physique de scolaire ou des pratiques de club. En gros, quelle est la valeur universitaire des pratiques pratiquées à l'université? Alors, bon, d'abord, ça suppose de revenir sur les missions de l'université. Donc, les missions de l'université, c'est faire accéder le plus grand nombre à la connaissance de ce qui a été déjà accumulé, je dirais, par la production humaine précédemment dans un domaine ou dans plusieurs domaines. Donc avoir une vision synthétique de l'existant et être capable de, au regard de la connaissance, du contexte, des conditions dans lesquelles ça a été produit, d'avoir une vision critique et prospective. C'est-à-dire devenir un acteur. Si je suis étudiant en mathématiques, eh bien j'ai besoin de savoir quel est l'état actuel de la connaissance en mathématiques, d'où elle vient, comment elle a été construite, pour me positionner dans ce cadre-là par rapport à mes propres productions potentielles. Donc dans notre domaine, ça suppose donc que l'université permette de transmettre aux étudiants en STAPS, certes, mais aussi aux autres, une culture dans le domaine des pratiques physiques, sportives et artistiques. Et cette culture, elle va donc, par rapport à un cursus universitaire, reposer sur deux piliers. Avoir expérimenté, avoir l'expérience de ces pratiques. Et bon, moi, je l'ai bien constaté lorsqu'à l'époque, l'IUFM de Bordeaux, enfin d'Aquitaine, j'ai été amené non pas seulement à faire la formation des futurs enseignants d'éducation physique, mais aussi celle des professeurs des écoles. Ce que Claire connaît bien. Donc là, encore plus que chez les étudiants en STAPS, on va se trouver face à des gens qui éventuellement ont eu un peu de pratique, ou seulement dans certains secteurs. Donc, leur faire vivre les enjeux, les émotions, les décisions, les savoirs, etc., c'est très important. Donc, il faut créer les conditions pour une pratique riche, qui puisse servir de base à l'extraction des savoirs sous-jacents. Comme l'avait dit un Canadien de façon très jolie, les savoirs cachés de l'agir. Donc, c'est cette mise en synergie d'un vécu corporel riche et du dévoilement des connaissances sous-jacentes qui vont rendre ce vécu corporel riche de plus en plus pertinent et performant, qu'on va créer cette culture. Donc il y a un enjeu fort à faire pratiquer tous les étudiants, et dans des conditions qui permettent à la fois de vivre et de conceptualiser le soubassement de la richesse de ce qu'on vient de vivre. C'est un enjeu à la fois de développement personnel, si je puis dire, mais c'est aussi un enjeu de développement des pratiques physiques, sportives et artistiques dans la nation, puisque les étudiants qui passent à l'université, c'est potentiellement de futurs cadres de la société, qui peuvent donc pratiquer pour eux-mêmes, mais aussi encourager la pratique pour les autres, éventuellement l'encadrer en tant qu'éducateur ou en tant que dirigeant, voire la promouvoir en tant que militant syndical, politique, etc., etc. Donc c'est un enjeu à double détente, si je puis dire. Donc c'est très important qu'effectivement on maintienne dans le noyau dur de ce qui constitue une formation universitaire une composante, je dirais, liée à ce type de pratique. Et ça redonne aussi de la valeur, bien sûr, toujours sous condition qu'effectivement ce soit pratiqué avec cet arrière-plan, à ce qui peut se passer dans les pratiques de type Fédération française du sport universitaire. Puisque c'est un moyen d'augmenter le temps imparti à ces éléments. Alors moi je l'ai vérifié personnellement, puisqu'à l'université de Bordeaux, il y a eu à un moment des enseignements théoriques et pratiques très restreints, mais justement pour sensibiliser les étudiants de master de d'autres disciplines sur la base du volontariat de leur part, mais sur ces questions de culture sportive et artistique. Et donc,
on voit bien comment ça se déroule. Du côté des STAPS, par exemple, la FN et la FFSU, ça a changé de nom, mais elle remplit un rôle décisif parce qu'elle sert à la fois de, de soupape aux pratiquants du meilleur niveau, qui peuvent pratiquer dans des conditions où il y a beaucoup moins de pression qu'en club et dans les compétitions de haut niveau. Pour certains, ça a permis de se relancer, y compris... Bon. Et puis, en même temps, pour les pratiquants d'un niveau intermédiaire, eh bien, ils sont pris dans une espèce d'aspiration vers cette spirale de progrès, du fait qu'ils vont pratiquer avec des joueurs d'un niveau qu'ils n'auront jamais rencontré eux-mêmes dans leur pratique de club éventuelle ou dans leur pratique UNSS précédente. Et même, on arrive à faire de l'initiation accélérée avec des gens qui n'ont jamais pratiqué dans ces conditions. Donc là, on est dans des situations de co-construction, de partage émotionnel d'expériences, etc., qui sont très favorables, là aussi à condition de conduire ce processus de façon éclairée en tant qu'enseignant d'éducation physique. D'où l'enjeu que se développe à l'université dans les STAPS, des recherches vraiment centrées sur ce que j'ai appelé, moi, l'intervention éducative, alimentée notamment, mais pas que, par la perspective technologique et par la perspective didactique. Sachant que aussi l'histoire, la sociologie, etc. contribuent à justifier ces éléments-là. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Peut-être pour conclure, il me semble quand même que derrière tout ça, et ce sera sans doute l'objet de débats dans les assises, il y a la formation des formateurs. Parce que on dit formation didactique professionnelle, ça suppose la recherche, il faut qu'elle puisse irriguer les formations. Tout à fait. Eh bien, écoute, je te remercie, on te remercie, et puis à bientôt. Plaisir de vous recroiser. Au revoir. Allez, salut. Voilà. Donc, on va enchaîner cette matinée. Donc, c'est une succession d'interventions avec des points de vue différents. On va continuer avec Gilles et après Annabelle. Et puis, on conclura avec Anne-Roger. Et je vous rassure, vous aurez l'occasion de vous exprimer. C'est vous qui, cet après-midi, dans les trois structures, STAPS, SWAPS et INSPE, aurez l'occasion d'apporter vos points de vue, mais enrichi aussi un petit peu de toutes ces compilations ou successions de points de vue. Voilà. Gilles, à toi. Alors déjà, bonjour à toutes et tous. Merci Pascal de nous donner la parole. Donc là, moi je vais prendre la parole en tant que vice-président de l'ARIS, donc l'association de recherche en intervention sur le sport, qu'a présidé Daniel, et donc il vous l'a dit juste avant. J'ai d'autres casquettes, et puis pour situer un petit peu, moi je suis parisien, enfin je suis pas parisien, je suis banlieusard. Donc je suis dans une université qui s'appelle l'université Paris-Saclay, ex-UFR STAPS d'Orsay. Et d'ailleurs on va en parler un petit peu, et en même temps je suis engagé dans ce qui est en fait la conduite des masters, qui sont des masters de formation et d'enseignement de toutes les disciplines qui sont des disciplines scolaires sur la faculté, donc sur l'université Paris-Saclay. Donc ça veut dire en même temps être engagé sur toutes les problématiques qui sont des problématiques d'enseignement, mais pas seulement de l'EPS. Et pas seulement donc, des AFSA. Alors, je vais m'inscrire en complément de ce que vient de dire Daniel, pour une raison toute simple. Ça a été dit juste avant aussi, ça a été mon directeur de thèse, quand il était à Orsay. Voilà, puisque Daniel, dans sa première vie, était orséen, et que donc du coup, effectivement, il a mené beaucoup d'actions et beaucoup d'activités, notamment sur les pratiques physiques, sportives et artistiques, lorsqu'il était à Orsay. Alors, il a parlé de son histoire bordelaise, mais quand même, il vient de chez nous, quoi. Bref. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que je ne sais pas si vous avez vu déjà le petit glissement sémantique qu'il y a eu entre ce qui est proposé généralement et d'habitude. Alors, je ne vais pas faire très long là-dessus. Ben, je ne vais pas faire très long du tout, d'ailleurs. Mais, parce qu'il a dit beaucoup de choses. Et donc, moi, je m'inscris dans ce champ de la technologie, des pratiques physiques, sportives et artistiques. Et il y a un petit glissement entre APSA et PPSA. Donc, on parle des APSA couramment, Daniel parle des PPSA, et quand il parle d'épaisseur des pratiques, c'est effectivement l'épaisseur des pratiques physiques, sportives et artistiques. En faisant le chemin qui est de dire, c'est un individu qui est en activité dans les pratiques physiques, sportives et artistiques. Donc parler des APSA
Déjà, pour nous, c'est quelque chose qui est très questionnant. C'est-à-dire, effectivement, l'activité, ce serait l'activité d'un individu. Non, les pratiques, elles ont une histoire. Donc, pour reprendre ce que disait Christian, il y a des histoires de pratiques, il y a des pratiques, aller s'interroger sur les questions de socio-histoire des pratiques, et donc d'où elles viennent et comment elles ont été effectivement créées, et par qui, et à quel moment. Donc moi je suis rugbyman aussi, donc bien évidemment c'est des choses qui nous intéressent, puis alors qui sont rebattues en ce moment, alors, très maladroitement d'ailleurs, mais enfin moi je passe les détails. Il ne faut pas écouter la télé pour savoir en gros ce qui se passe, comment le rugby a été mis en œuvre, si tant est qu'il a été mis en œuvre et construit à un moment donné. Bref, donc on passe. Mais cette idée des pratiques physiques, sportives et artistiques, c'est pas neutre. Et bien évidemment, c'est pas neutre.